Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller administratif, Monsieur le président du conseil municipal, Monsieur le secrétaire général, surtout chers amis du MEF, soyez les bienvenus. Et c'est à moi qu'échoit l'honneur de vous souhaiter cette bienvenue. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve toutes et tous aujourd'hui, ici, pour la deuxième année consécutive au Mercure Geneva Airport, qui nous accueille, qui nous met ses facilités à disposition pour cette nouvelle édition du Meyrin Economic Forum. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle d'un jubilé. Et oui, déjà 10 ans que le MEF existe. 10 ans probablement que vous êtes fidèles au rendez-vous. 10 ans que tous ceux qui comptent à Meyrin se retrouvent grâce à cet événement, au cœur du monde économique du Grand Genève. D'emblée, je souhaite faire un petit retour sur ces 10 années et citer ici les personnes qui, à l'époque, ont été visionnaires. En particulier, je pense notamment à mes prédécesseurs, Jean-Marc Deveau, Pierre-Alain Tchoudy et surtout Monique Boget, qui étaient, il y a 10 ans, conseillers administratifs et administratives en fonction et qui ont eu la clairvoyance de soutenir cette idée de forum qui lui ont donné les moyens d'exister. Je pense aussi particulièrement et tout naturellement à Florence Noël, notre première déléguée aux affaires économiques, qui aura posé le concept et mis sur pied la première édition du MEF en 2013. Et puis à ceux qui lui ont succédé, Philippe Meyer, qui aura aussi porté 2 éditions de ce MEF, à Jean-Mathieu Laburte, qui lui aura joué de malchance puisque son édition a été annulée à cause du Covid en 2020. Et puis aujourd'hui, sous l'égide d'Adrien Forer et de Denis Wechter, le MEF a évolué en 2 rendez-vous annuels. Le MEF du mois de mai et l'instant MEF, plus court en fin d'année, afin de garder au mieux le contact avec vous toutes et tous. Car oui, à Meyrin, nous en sommes conscients, l'action publique a besoin d'un tissu économique fort et diversifié afin de lui permettre d'avoir les moyens de ses ambitions, que ce soit pour son vivre ensemble, pour l'exécution de ses prestations publiques ou encore l'anticipation des grands défis qui nous attendent en termes de durabilité, d'énergie ou encore d'emploi. Les moyens de nos ambitions, disais-je, eh bien, c'est finalement la grande question que nous vous proposons d'aborder aujourd'hui. La transition écologique que nous appelons toutes et tous de nos vœux n'est qu'une des diverses transitions en cours en ce moment. Qu'elles soient numériques, écologiques, énergétiques, les mutations de notre société appellent à des investissements conséquents de notre part. Que ce soit en termes de ressources, d'adaptation, de réorientation ou de réinvention, nous devons revoir notre portfolio afin de faire face aux grands enjeux sociétaux qui s'imposent à nous. Après le Covid, il y a maintenant la guerre en Ukraine, le tout avec l'urgence climatique au-dessus de nos têtes. Les événements mondiaux se succèdent, s'installent et nous prouvent que rien n'est acquis et que nous devons trouver des solutions sur le long terme à des problématiques impactantes à court terme. Voilà qui est réjouissant et qui, je l'espère, ne vous aura pas trop déprimé pour commencer notre événement. Des approches novatrices, des actions concrètes, et à Meyrin, ici, nous en avons. J'aimerais profiter de cette tribune pour évoquer la création toute récente de la fameuse Comet, notre coopérative de transition écologique, dont le but est, comme vous le savez probablement, de soutenir les porteurs de projets de transition, individus ou entreprises, en leur apportant réseau, formation, mentoring ou encore un revenu de transition écologique. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue en janvier dernier et je tiens ici à saluer les membres fondateurs que sont dans le désordre BDL5, OM Pharma, l'OPI, Genilem, Après Genève, l'Hospice Général, le Marriott Geneva, Maneco, Teragir, la Fondation Zoïne, la HEG, la filière alimentaire des vergers, Meyrin Durable et bien entendu la ville de Meyrin. Nous sommes particulièrement fiers de réunir à la fois des organisations engagées,
dans le soutien aux entreprises, des acteurs de l'État, des entreprises et des associations autour d'un tel projet, ce qui est, une fois encore pour Meyrin, inédit. Nous allons très bientôt entendre parler d'elle et nous nous réjouissons de la voir s'épanouir dans la galaxie mérinoise. Je vous invite du reste à participer activement aux ateliers Comète qui se tiendront cet après-midi à 14h30 et à 16h15 dans la salle Neptune. Ces ateliers seront animés par Madame Sophie Soiton, directrice de la Fondation Zoïne et membre du conseil d'administration de la Comète, et par Monsieur Ken Wenger, l'un des deux coprésidents du conseil d'administration de la Comète, et qui est également et surtout le directeur de la société BDL5. J'espère également que nos différentes tables rondes vous apporteront quelques réponses à cette fameuse équation impossible et que vous serez inspirés pour devenir, vous aussi, si ce n'est pas déjà le cas, acteurs de cette transition. Énergie, emploi et contexte global y seront abordés. Je remercie par avance l'Assemblée des intervenantes et intervenants et tout particulièrement Madame Guernaouti, notre grande invitée qui débutera juste après cet après-midi avec son intervention sur le thème « Main-d'œuvre, énergie, matières premières et si demain tout s'arrêtait ?» Tout un programme. Pour celles et ceux qui pourraient trouver tout cela déprimant, et pour les autres aussi d'ailleurs, je rappelle que plusieurs temps de pause nous attendent afin de nous revoir, d'échanger et de trouver un peu de réconfort autour d'un café. Ce sera d'ailleurs l'occasion parfaite de rencontrer nos sponsors sur leur stand dans les pièces d'à côté, sponsors que je remercie chaleureusement pour leur fidélité à défaut de les citer tous. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Adrien Forer, notre responsable de la communication et des affaires économiques, pour vous détailler le programme de notre après-midi Meyrin Economic Forum, édition du 10e anniversaire, édition 2023. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on s'est vu en soirée, donc je suis un peu déphasé. Bon, du coup, monsieur le maire, merci pour votre discours, vous avez à peu près tout dit. Donc très rapidement, je vais vous présenter le programme de l'après-midi sur ce magnifique écran. Comme monsieur Tremblay l'a dit, madame Guernaouti nous fait le plaisir de faire un keynote d'une vingtaine de minutes, suite auquel nous verrons qui a encore le moral, mais on pense que vous amènerez aussi des notes positives et on s'en réjouit puisqu'au final, l'enjeu de cet après-midi, c'est bien de trouver des réponses positives à ce paradoxe qui est de on n'a pas assez de ressources, donc il faut qu'on trouve les ressources pour utiliser moins de ressources. Ce qui est très simple. À 14h30, nous aurons une table ronde sur le thème des métiers du futur et de la pénurie de main-d'œuvre qui aura lieu ici. Ensuite, à 15h30, le fameux café promis par monsieur le maire. Reprise à 16h15, toujours ici, sur le thème de l'énergie, avec un exemple concret mérinois de mutualisation de ressources énergétiques. À 17h30, en fin d'après-midi, nous aurons la table ronde finale sur transition et ressources, une approche un petit peu plus globale de la question. Et pour cela, on aura l'occasion d'aborder énergie, situation, contexte géopolitique, contexte local, contexte global. Vous verrez, ça sera très intéressant, même si ce sera, on va dire, un petit peu plus général et un petit peu moins concret, mais on espère qu'on aura aussi des réponses très concrètes. Et nous finirons non pas par une demi-heure de discours officiel, mais simplement par 3 questions à Madame Fontanet, conseillère d'État, et à Monsieur Tremblay, suite à quoi nous aurons le plaisir de finir autour d'un apéritif. À côté de ça, vous avez sur le côté, vous avez vu, comme Laurent Tremblay l'a annoncé, dans le salon Neptune, les ateliers Comète à 14h30 et à 16h15. Et vous avez aussi, pour ceux qui se sont inscrits, des speed coaching avec nos partenaires de l'OPI et de Genilem. Donc là, c'est sur inscription et ça se passe dans les salons qui sont dans le couloir, qui sont sur le côté. Voilà, je crois que j'ai rien oublié sur le programme
de cette journée, si ce n'est que toute l'équipe des affaires économiques est très contente de vous retrouver et vraiment on se réjouit d'avoir ces différents échanges avec vous également. Voilà, mais écoutez, je crois que Madame Gernauthi, c'est à vous. Écoutez, on va faire simple, je vous donne le micro. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour rebondir sur ce titre de présentation qui m'a été proposé, main-d'œuvre, énergie, matières premières. Et si demain tout s'arrêtait. Je remercie aussi Monsieur le maire pour son discours d'introduction qui nous donne à repenser notre façon d'être au monde. Et c'est ce questionnement que nous allons avoir ensemble. Ce qui m'a intéressée, pas tant dans la main-d'œuvre, on pourrait le croire, comme je suis professeure et enseignante, mais je me suis vraiment intéressée sur qu'est-ce qui a changé avec le numérique en termes de matières premières. Et bien, comme vous le savez, la matière première, c'est l'énergie informationnelle, c'est les ressources informationnelles et c'est aussi de l'énergie. Donc, on cumule avec le numérique tout cet environnement qui est un facteur de levier de transformation de la société. Donc nous allons questionner ce levier de transformation, pas pour vous faire peur, bien que la peur peut donner des ailes, mais en revanche, faire de la gestion par la peur, c'est aussi quelque chose qui paralyse et qui ne permet pas de prendre les bonnes décisions. Donc si demain tout s'arrêtait, peut-être pour nous envisager que c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur de retourner à l'âge de pierre et de réinventer des relations humaines, voire avec le vivant. Parce que dans les humains, il n'y a pas que les humains sur Terre, il y a aussi du vivant et de la nature. En fait, donc si j'appuie, ça devrait marcher. Ça ne marche pas. Si, c'est bon. Eh bien, génial, c'est fantastique, c'est la technique. Et comme vous le savez, donc, je suis vraiment spécialisée dans les questions de cybersécurité, cyberdéfense, lutte contre la cybercriminalité. Donc, j'ai abordé le problème, la question qui m'était posée sous l'angle un peu des risques. Et pour moi, il y en a trois sortes. C'est la dépendance que nous avons développée au numérique, c'est l'interdépendance des infrastructures critiques et de l'interdépendance avec le numérique, et bien sûr sur un socle de vulnérabilité. Nous avons construit une société du numérique sur des sables mouvants, et alors qu'on n'a pas encore inventé le béton armé numérique. Donc les édifices sont fragiles et nous sommes tous à risque de fait de notre dépendance. Alors, en fait, et si demain tout s'arrêtait, pour moi, ça a résonné pour le blackout. C'est quoi le blackout? Et en fait, c'est pas de simuler le blackout pour faire un film d'horreur, mais de se dire, si effectivement on considère qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, que tout s'arrête, en tous les cas, c'est le tout qu'il faut questionner, parce que de s'arrêter ou de ralentir, c'est pas mal, hein, et c'est aussi une piste de solution. Donc, c'est comment se préparer à répondre à ce type de questions, si demain tout s'arrête, en considérant les stratégies en fait d'effondrement et de blackout total, pour comprendre les impacts de nos dépendances, les impacts de nos vulnérabilités, pour non pas sortir complètement déprimé, mais pour avoir justement l'énergie à développer des solutions qui permettent de pallier cette éventualité. L'événement est possible. Si on n'a pas envie que ça arrive, il faut comprendre quels sont les facteurs qui permettraient de l'arriver pour justement agir sur ces facteurs. Donc, force est de constater, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, que nous sommes dans un contexte de crise économique. C'est des crises plurielles, c'est des crises écologiques, on pourrait développer. C'est aussi des crises du sens, de l'existence, c'est des crises existentielles. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux, et moi j'en vois sur mes étudiants, de se poser la question du sens des études, de leur présence au monde. On ne va pas développer cet aspect philosophique de la question, mais ça n'empêche que ça fait partie des paramètres à prendre en compte. C'est retrouver du sens dans ce que nous faisons, de savoir pourquoi nous le faisons. Et ça nous permet de savoir comment aller vers ce futur, qui soit un futur désirable. Et ce n'est pas faire durer ce qui n'est pas désirable, ce n'est pas un bon plan. Mais de se poser la question de la désirabilité, de la durabilité, dans quel critères devrait-on privilégier pour justement offrir des lendemains qui chantent? Le problème et la solution, c'est le fait que nous sommes dans un monde hyper connecté, et donc si on est interconnectés, nous sommes en dépendance. Et on l'a vu avec la crise du Covid, de ces interdépendances critiques. Et je pense qu'on a compris ce que ça voulait dire d'avoir un corps sain dans un monde de malades, de ma santé, ma sécurité dépend de la sécurité de mon voisin. Et donc de penser ces risques d'une façon globale et holistique, pour s'en sortir, il faut que ça soit une approche collective, bien sûr individuelle. La souffrance, elle est toujours individuelle, mais les éléments de solution doivent être aussi collectifs. Donc on a tous un rôle à jouer dans cette démarche. On voit bien qu'on est dans un monde conflictuel à tous les niveaux, des conflits entre les personnes, entre les organisations et là entre les États. Vous l'avez également mentionné, ce contexte de guerre qu'on ne peut pas ignorer. Et nous sommes
nous l'avons compris, je dirais enfin, que nous sommes à l'ère de la finitude des ressources planétaires, mais aussi nous sommes à l'ère de l'influence, de la désinformation, des fake news, qui est un facteur aggravé par les techniques d'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'on a du mal à faire société du fait que nous avons des informations personnalisées, ciblées, et qu'on a de plus en plus du mal à trouver le vrai du faux, de trouver de la vérité dans ce qu'on peut observer, dans la réalité, dans cette réalité modifiée par l'IA. Et l'IA est un facteur aussi, on le voit de plus en plus, de gouvernementalité de nos vies individuelles, collectives, et que ce soit aussi au niveau professionnel. Donc cette prise de contrôle et de pouvoir par ceux qui maîtrisent et qui mettent en œuvre des solutions algorithmiques, enfin informatiques, on parle de l'informatisation du monde, c'est aussi une réalité, c'est un facteur de risque. Alors justement, pour appréhender ces facteurs de risque, pour faire différemment de ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, j'ai imaginé avec un de mes amis qui était l'ancien rédacteur, l'ancien directeur des rédactions du Monde informatique, qui a créé à la fin des années 80 tous les journaux informatiques en France, comme Le Monde informatique, Le Monde des télécoms, l'ordinateur individuels, etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais un jour, on discutait, c'était pendant la pandémie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour dire les choses et que ces choses soient entendues. Parce que les choses, on les a toujours dites, seulement elles ne sont pas vraiment entendues. On a plutôt joué les Cassandres. Et là, on s'est pris au jeu. Et il m'avait dit, mais tu devrais écrire ta biographie. Je lui réponds, mais non, ça n'intéresserait personne. Et puis, je suis trop jeune pour. Imaginons. Et il dit, mais si tu veux, je te file tous mes éléments de biographie. Si tu veux qu'on en travaille sur un roman, sur l'idée d'un roman, d'accord. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire à partir d'un récit et surtout de discours, de conférences que j'avais déjà donnés dans plein d'endroits. Mais oui, il y a une matière à mettre en scène. Et donc, on s'est inspiré de la réalité pour écrire une fiction et pour que cette fiction inspire la réalité dans les façons aussi on pourrait faire des choix de société. Donc l'origine de ce livre, le fil conducteur, c'est de parler de l'intrication et de la convergence des risques technologiques et des risques environnementaux. Maintenant, ils sont indissociables. Et on parlait de crise économique, de crise écologique et de transition écologique nécessaire. On voit que la technologie peut être un facteur pour contribuer à résoudre les problèmes, mais ça peut être aussi un facteur amplificateur de risques. Donc on a des risques technologiques, des risques environnementaux, et à chaque fois, dans tous ces risques, on a une origine humaine. Ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est des contextes qu'on a créés et qui sont des contextes favorables à l'expression de risque. Et les personnages principaux de ce roman sont la catastrophe, avec comme conséquence l'effondrement de la société. Et ça ne se passe pas ici, heureusement, parce qu'ici, ça ne pourrait pas se passer, mais aux États-Unis. Et donc, ce qu'on a observé, c'est la réaction des politiques, comment les politiques pouvaient gérer une crise de grande ampleur et de grande intensité qui s'inscrit dans la durée, et ce que vivait la population. Donc, il y a un chassé-croisé des personnages pour montrer la réalité des impacts. Quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'informatique. Et quand il n'y a plus d'informatique, il n'y a plus d'électricité. Alors, ce ne sont pas des scénarios fous, puisque c'est des choses qu'on a déjà vécues à différents niveaux, à différentes ampleurs. Et j'en veux pour preuve dans cette prospective de ce qui pourrait advenir, donc le document de la Confédération sur l'analyse nationale des risques, catastrophes et situations d'urgence. Qu'est-ce qui ferait que la Suisse pourrait être en situation d'urgence et d'effondrement et catastrophique? C'est un rapport qui a été édité en 2020, donc qui a été préparé dans les années précédentes, avec notamment des exercices de conduite stratégique dont j'ai pu faire partie de certains. Et on voit dans les risques énoncés, donc déjà d'il y a quelques années, donc on connaissait la réalité. Un des premiers risques, avec le risque qui a une probabilité, une ampleur, c'est la pénurie d'électricité. La pandémie de grippe, on verra qu'on n'était quand même pas très loin de la grippe, de la panne du réseau mobile. On est tous dépendants du réseau mobile. Regardez vos pratiques numériques, et ce n'est pas accusatrice, d'une façon accusatrice, je dis, mais on dépend tous de la mobilité. Panne du réseau mobile dans les premiers risques. Panne d'électricité qui surajoute à la pénurie, on pourrait faire la distinction, et dans les risques principaux, panne informatique. Dans l'étendue des dommages, c'est notre dépendance à l'électricité qui pose problème, notamment, et puis aux pannes du réseau mobile. Et dans la probabilité d'occurrence, regardez, la panne informatique arrive en 3e position. On ne parle pas des cyberattaques qui font aussi. Ils ont identifié 47 nouveaux facteurs de risque pour la société. Je ne vous en ai pas fait la liste, mais regardez dans la probabilité d'occurrence, panne informatique, panne du réseau mobile, panne d'électricité, pénurie d'électricité. Donc le scénario que nous avons envisagé n'est pas impossible et on nous l'a répété suffisamment cet hiver. On va voir comment on va passer l'hiver prochain. Donc nous sommes partis du constat de pas d'électricité, pas de numérique, pas d'électricité. On est dans une situation de verrou mortel et on ne sait pas résoudre les problèmes.
Pourquoi ? Du fait de cette interdépendance des infrastructures vitales. On peut appeler critique, vitale, mais notre vie va dépendre de la disponibilité de ces infrastructures, de leur intégrité et éventuellement de la confidentialité des données. Donc on est en plein dans le cœur du sujet de la sécurité informatique. Sans sécurité informatique, il ne peut pas y avoir de vie possible à l'heure actuelle. En tous les cas, à l'ère du numérique et de l'interconnexion totale. Ça m'amène à vous présenter ce point, et on pourrait le détailler toute une après-midi, certainement, c'est la criticité de la cybersécurité, notamment dans le secteur de l'énergie, mais pas uniquement. Donc ça veut dire qu'il faut se poser la question de savoir comment on maîtrise ce risque d'interruption de fourniture électrique, sachant que là, on ne maîtrise pas vraiment la cybersécurité et qu'on a une certaine réalité des cyberattaques. Je vous n'ai pas fait non plus le panorama de ces attaques les plus importantes, mais elles existent depuis longtemps et elles prennent de l'ampleur de plus en plus. Donc, on est en train de questionner la fragilité des infrastructures numériques dont nous sommes dépendants et d'une façon vitale. On est en train de questionner l'interdépendance, c'est-à-dire les risques en cascade avec des effets dominos, boule de neige ou l'effet papillon, appelez-le comme vous voulez, mais c'est-à-dire s'il y a un problème dans un secteur, ça va se répercuter dans d'autres secteurs et peut-être même loin de l'origine du problème. On a ce problème-là dans les chaînes d'approvisionnement, y compris dans les chaînes d'approvisionnement de l'informatique, mais y compris de la cybersécurité. Donc des cyberattaques sur des chaînes d'approvisionnement de la sécurité, c'est zéro sécurité, zéro confiance possible. Donc comment penser ce monde de demain, se réimaginer ce monde dans un contexte de défiance généralisée et de non-maîtrise des risques vitaux. Nous avons tout aussi des analyses sur les problèmes de cyberattaques sur la distribution d'eau, et on pourrait faire le lien avec les actions de bioterrorisme par exemple. Pour les hôpitaux, n'en parlons pas, vous avez écouté la radio, j'imagine, et donc des cyberattaques sur des infrastructures hospitalières qui ont déjà conduit à des morts d'êtres humains, c'était aussi une réalité. Donc, criticité de la cybersécurité, quid des ressources, des investissements et des capacités à maîtriser ce risque de pénurie, de maîtrise de la sécurité informatique. On va passer très rapidement, parce que le temps passe trop vite, hélas, sur ce numérique qui est quand même un facteur aggravant de la crise écologique. Donc on a une consommation énergétique aussi considérable du fait de nos usages du numérique. C'est globalement, en tous les cas, plus de 10% de la consommation électrique annuelle pour un pays, c'est ce qui a été estimé, avec une croissance de plus en plus importante du fait qu'il y a de plus en plus de données, de plus en plus d'équipements connectés, de plus en plus de dépendance et de permanence à l'usage, de recours permanent à l'usage du numérique. Nous allons juste évoquer le problème des émissions de gaz à effet de serre dues à nos pratiques numériques, qui serait équivalente, pour ne donner qu'un exemple, au niveau mondial à toute la flotte de camions, ce qui est quand même assez considérable. Donc on voit bien qu'on va consommer de l'énergie, qu'on va produire du gaz à effet de serre, donc il faudra trouver le bon équilibre, le juste compromis. Donc comment utiliser le numérique pour justement contribuer à résoudre la crise du climat et pas l'aggraver. Alors, nous avons quelques préoccupations, en tous les cas environnementales. C'est celle de se poser la question de qui maîtrise la fabrication des matériaux indispensables au numérique. C'est toute la question des métaux et des terres rares qui doivent être extraits et qui posent un stress hydrique sur ces régions où on extrait ces matériaux. C'est le transport de ces matériaux, la transformation de ces matériaux, la fabrication et la distribution des équipements. Donc, on va avoir toute une chaîne, un cycle de vie du numérique qui va beaucoup toucher, qui va avoir des conséquences négatives sur l'environnement qu'il faut qu'on prenne en compte quand on parlera de transition numérique. On a tous les usages liés à l'alimentation et au refroidissement des data centers, par exemple, entre autres, mais il y en a bien d'autres, et des déchets. Et ce qu'on pourrait dire que pour le numérique, en termes de consommation énergétique, c'est grosso modo 50% pour tout ce qui est fabrication, 50% pour tout ce qui est utilisation. Sachant que la vidéo en ligne est aussi une grande consommatrice de ressources. Mais on voit bien que ces questions de fabrication, de maîtrise des processeurs, de pénurie de processeurs sont des questions géopolitiques et qui sont aussi des questions liées à des conflits à l'heure actuelle. Donc cette dépendance au numérique va créer une pollution, notamment dans les déchets, sachant que moins de 20% des déchets sont recyclés et que les déchets, la pollution est subie ailleurs que là où on consomme ce numérique. Donc on a une véritable pollution numérique matériel, mais on a peut-être aussi à penser cette pollution numérique en termes d'information et d'addiction au numérique. Donc on a des vraies préoccupations qui ne sont pas sous contrôle, en tous les cas sur lesquelles les réponses actuelles ne sont pas forcément toujours pleinement satisfaisantes. Donc on peut mieux faire dans ce contexte-là.
Alors, c'est bien, ça marche quand ça veut. Il faut peut-être que je parle gentiment le truc, parce que j'appuie, peu importe. Excusez-moi. Donc, il faut quand même se poser la question de quel numérique voulons-nous, sachant qu'on est dans la finitude des ressources planétaires, mais aussi des ressources cyber. Ce n'est pas parce que c'est immatériel qu'on n'a pas de la matérialité de toutes ces informations. Et cette matérialité va avoir un impact sur l'environnement. Donc peut-être se poser la question de cette recherche permanente de la croissance et de la performance qu'il faut reconsidérer et repenser peut-être en d'autres termes ce qu'est une consommation durable. Peut-être aussi pour insister un peu sur la façon dont nous avons pensé le numérique, auquel nous sommes soumis au numérique. C'est vraiment cette soumission au féodalisme numérique où on devient assujetti à des fournisseurs de services. Et cette économie du numérique, cette économie de la data, c'est aussi une économie de la surveillance. Et le modèle économique favorise cette captation de données et cette surveillance. Donc on est en train de bâtir un nouveau monde où la transparence des êtres est normale, en revanche, où on trouve aussi normale l'obscurité des algorithmes qui gouvernent la vie de tous. Ça pose des problèmes d'équilibre et d'asymétrie de pouvoir. C'est qui détient le pouvoir, comment ce pouvoir est utilisé, et la façon dont le numérique s'est fait, c'est une façon qu'on pourrait faire rendre similaire à celle du colonialisme. On est dans l'ère du colonialisme numérique, où nous, humains, sommes venus des systèmes d'extraction de données. On va contribuer à l'extraction de ce minerai informationnel en étant connectés en permanence. Les données sont transformées, nous consommons des services dits gratuits, mais que nous avons payés avec nos données. Donc, et on voit se mettre en place une économie de la transaction de la donnée qui prend de plus en plus d'importance. Donc cette soumission aux plateformes numériques, avec cette concentration des services dans du cloud et cette concentration du pouvoir, j'ai trouvé ces deux images qui étaient, à mon sens, assez similaires. Ce panoptique du système pénitentiaire qui permet à un seul point de voir tout le monde, c'est ce qu'on a avec les plateformes, la concentration de la surveillance. Nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet, bien que ça mériterait de le faire, mais ça nous questionne sur cette notion qu'on nous a vendue plus d'une vingtaine d'années, sur cette illusion d'un numérique salvateur. Oui, le numérique va répondre à certains problèmes, mais va avoir des effets de bord et créer d'autres problèmes. Et si on veut tirer parti des opportunités du numérique, il faut mettre les risques sous contrôle. Et c'est des risques qui sont liés à des vulnérabilités qui sont persistantes, qu'on connaît et qui sont persistantes, et des menaces qui le sont également. Pourquoi ces menaces sont toujours aussi persistantes ? Parce qu'on a une augmentation du nombre d'équipements, de personnes, de transactions, de flux. On a augmenté la surface d'attaque, notamment avec l'Internet des objets. On a augmenté la dépendance. Et donc, on voit bien qu'on continue à fragiliser la société parce qu'on ne maîtrise pas les risques de sécurité. Et cette fuite en avant technologique, dont le corollaire est la course à l'armement technologique, va aussi poser des problèmes dans la maîtrise de ce qu'on pourrait prévoir pour un environnement beaucoup plus serein. Donc cette économie du numérique a toutes les raisons de ne pas être durable de par les fondements sur lesquels elle est basée. Et donc c'est l'exploitation des données en permanence et l'incitation à être connecté en permanence également. Donc cette évolution, ce qu'on nous fait aussi admettre, c'est que d'abord, la vie privée ne compte plus. C'est ce que les slogans des géants du net, où c'était la fin de la vie privée. Ils reviennent un peu sur ce slogan-là, parce qu'il y a quand même une réaction, mais ça n'empêche que cette façon de penser l'informatisation du numérique nous a été imposée et nous l'avons acceptée par les géants du net qui ont une philosophie particulière du monde économique et technologique. Donc il en va de même avec les ressources humaines, où on nous dit effectivement il n'y a pas assez de ressources humaines, on a la solution, on va remplacer les processus, les personnes, les ressources par des systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est le grand danger de croire que l'IA va résoudre tous les problèmes. Donc pour rebondir sur le titre de cette conférence, main-d'œuvre, énergie, matières premières, et si demain tout s'arrêtait, si demain tout s'arrête, c'est-à-dire que c'est le blackout total. Donc la question, est-ce qu'on est prêt pour vivre ce blackout ou est-ce qu'on est prêt pour prévoir ou anticiper ce blackout et construire les conditions nécessaires pour que le blackout n'intervienne pas. Donc, et j'en reviens à cette analogie avec le roman, c'est penser l'effondrement pour justement mettre en place les mesures qui permettent d'éviter cet effondrement si on n'a pas envie d'aller vers l'effondrement total et le blackout. Pour que demain soit différent, mais en mieux. Ça serait pas mal. Je crois que c'est une promesse qu'on pourrait faire aux générations futures. Et j'aime bien citer les propos de Pierre Rabhi, paysan philosophe, qui lui a proposé depuis plus d'une vingtaine d'années déjà une façon de voir le monde qui intègre l'écosystème du vivant dans son intégralité. Et que dire que si on veut que ce changement
changements adviennent, si on veut que l'effondrement n'arrive pas, finalement, il faut qu'on mette en œuvre nous-mêmes des changements à notre vie personnelle. D'où aussi cette gymnastique qu'il faut toujours faire entre l'individuel et le collectif, et du collectif à l'individuel. Mais nous avons tous une responsabilité dans le monde que nous construisons, que nous allons laisser en héritage aux générations futures. Et nous sommes de tout temps dans des transitions et des périodes charnières, et nous faisons partie de l'histoire. Et j'aime à rappeler aussi les propos de René Berger, qui, depuis il y a plus de 20 ans déjà, expliquait dans quelle mesure nous étions des primitifs du futur. Donc soyons des primitifs du futur, acteurs de ce changement pour une vision plus sereine du monde de demain. Et si possible, du monde d'aujourd'hui, ça serait aussi pas mal. Qu'on puisse en profiter un peu, mais que les générations aussi futures puissent en profiter, sachant que les choix que nous faisons, y compris en technologie, engagent les générations futures. Donc se poser cette question de notre responsabilité envers le vivant et de la vie à venir. Je vous remercie de votre attention. Je garde une seconde. Madame Guernahouti, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Est-ce que d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que face au contexte que vous nous avez donné, notamment sur la question du numérique, mais du data, mais qui au final pose la question de la transition numérique, qui est une des 3 grandes transitions qui doivent être menées, est-ce qu'au final, très bêtement, la solution elle est entre nos mains et c'est à nous qui devons être acteurs de cette transition ? Oui, certainement, nous avons une partie de la solution, mais pas tous. Et c'est le rôle des politiques d'orienter des choix. Quand le politique impose de l'usage du numérique pour des trucs qui ne sont pas forcément intéressants, fondamentaux ou pertinents, c'est là ce questionnement-là. Donc il doit y avoir cet aller-retour. Et ce n'est pas parce qu'une vision du monde Made in China ou Made in US nous impose une façon d'être au monde. On est bien dans ce monde de la globalisation, de l'interconnexion totale, mais on a notre responsabilité, vouloir s'y soumettre ou pas, et proposer des alternatives crédibles. Et ces alternatives crédibles viennent aussi du monde de l'éducation, mais il ne faut pas qu'on soit éduqué à répéter des recettes qui ne marchaient même pas au 19e, encore moins au 20e. Il faut qu'on soit un petit peu dans cette avant-garde et dans cette prospective, de s'intéresser à dans quel monde voulons-nous vivre, sachant des choses qu'on ne connaissait pas au siècle dernier, par exemple, ou avant. Mais oui, on a une responsabilité, et les politiques ont une grande part de responsabilité. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. Et nous-mêmes, utilisateurs, on ne peut pas dire que nous ne savons pas. Le harcèlement, on le connaît. Les cyberattaques, on les connaît, on en est tous victimes. Cette nuisance du numérique omniprésent tout le temps, qui fonctionne une fois de temps en temps, et quand ça fonctionne, on connaît cette nuisance-là. Il ne faut pas faire comme si on l'ignorait. Il ne faut pas être dans des situations de déni, comme on a pu l'expliquer dans le roman, et ni non plus d'hubris. C'est de penser que la technologie, et il n'y a pas d'autre alternative possible à la façon dont nous faisons du numérique et de la technologie. La technologie, c'est merveilleux, mais il faut savoir aussi orienter ses choix. En fait, on pourrait passer l'après-midi avec vous. Ah oui, si vous voulez. Hélas, ce n'est pas ce qu'on a prévu. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Je crois qu'on peut encore applaudir Madame Guernahouti.